Bonjour, c'est Alice. Alors, je vais tenter aujourd'hui de parler un peu des jeux que j'ai joués, plus ou moins dans le désordre, ce mois-ci. Le but, c'est un peu de raconter ma vie, très honnêtement, et aussi de vous présenter tout un tas de jeux auxquels j'ai joué, que souvent j'aime bien, pas toujours, mais quand même souvent. Et, euh, et voilà, d'en discuter un peu rapidement sur plein de jeux, parce que ça fait un échantillon, disons, comme un autre. Je vais séparer cette vidéo en trois parties. La première partie, ce sera vraiment du pur Eurogame, donc ce que je joue le plus et que j'aime beaucoup. La deuxième partie, alors ça risque d'être un peu fourre-tout entre des jeux qui sont, disons, un peu plus familiaux ou des jeux qui sont pas du pur Eurogame, mais où on continue quand même à réfléchir, qui peuvent être relativement légers, mais qui sont pas du tout petits jeux. Et je vais finir donc par une partie tout petit jeu, parce que ça m'arrive de faire des tout petits jeux, mine de rien. Donc on commence par le fameux, l'incontournable Ark Nova, donc auquel j'ai pas tellement joué ce mois-ci, je crois que j'en ai fait que 4 ou 5 parties pour le moment. Donc on n'a pas encore fini le mois, mais en fait là je vais refaire un gros week-end jeu, donc ça fait déjà beaucoup de jeux à présenter. Donc Ark Nova, on gère sans eau, c'est le jeu qui buzz en ce moment. J'adore, vraiment, c'est ultra addictif. Les parties se racontent, donc on a envie de dire les coups qu'on a fait d'une partie sur l'autre. Le côté vraiment planification sur plusieurs coups de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos actions, il est vraiment top. Il se gère avec le flow dans la main, les opportunités que va nous laisser l'autre. J'adore le format de joueur, je le joue aussi à plus. Euh, il est vraiment excellent. C'est un jeu extraordinaire de chez extraordinaire. J'en ai déjà un peu parlé. Je sais pas si je vais un jour en parler en détail vu que tout le monde en parle déjà. Je ne sais pas à quel point c'est nécessaire. Hop, Bonfire. Donc j'ai aussi joué à Bonfire. J'en ai déjà reparlé aussi dans la vidéo précédente un peu de ce genre-là. Euh, du Feld, de la gestion, on pose des tuiles chez nous qui vont nous donner des ensembles de jetons qui vont nous permettre de mener des actions diverses et variées de manière à accomplir des tâches en ayant failloté auprès des prêtresses qui vont venir se caser dans nos tâches effectuées. Le thème est un peu absurde mais existant. Et vraiment, c'est la question de comment est-ce qu'on va compléter toutes ces actions pour essayer d'en faire un maximum avec des jolis coups à faire. L'interaction est relativement mitigée. Des fois, on a vraiment envie de piquer des choses aux autres. On surveille le timing. Là, j'y ai rejoué à deux. C'est honnêtement pas sa meilleure config parce qu'on est un peu plus bloqué. Les choses tournent un peu moins sur le plateau. La partie est assez rapide. Il peut se passer moins de choses différentes. Il y a moins de choix parmi les quêtes, etc. Donc, il est mieux à plus, mais il tourne à deux. Voilà, donc Bonfire. Derrière Boon Lake, on continue avec les grands auteurs, donc là c'est un pister. Je viens d'en faire une petite vidéo dessus, enfin une pas si petite vidéo dessus. Donc déjà l'info importante c'est que là il sort tout bientôt chez Super Meeple en VF, la semaine prochaine par rapport à quand je l'enregistre. Globalement, donc c'est vraiment un peu du pur fister. On va aller développer son plateau en jouant pas mal de cartes qui vont nous donner des bonus pour aller placer un peu des bâtiments sur le plateau, des leviers qui vont nous donner des bonus à chaque tour, des décomptes qui vont s'effectuer en fonction de à quelle vitesse on tourne autour de l'eau. C'est bien. Il souffre un peu de la comparaison avec ses aînés parce qu'en fait il apporte pas grand chose de nouveau pour un pister. Il y a quand même ce système d'action où on sélectionne une réglette, on va faire une action principale et tout le monde va faire une action secondaire. C'est vachement malin, c'est assez fluide, ça peut être un petit peu long et je connais personne personnellement qui déteste vraiment. Il y a des gens qui ont adoré. Moi je trouve qu'il n'a pas un effet waouh extraordinaire, mais que c'est un très bon jeu. Hop, Captain of the Gulf. Alors ça je vais peut-être en parler un peu plus longuement. Donc j'ai pas fait de vidéo dédiée, je ne sais pas si j'en ferai une un jour, c'est loin d'être sûr. C'est un jeu de pêche où globalement on va avoir notre chalutier dans lequel on va mettre des licences de pêche pour aller exploiter des zones de pêche sur le plateau grâce à une roue d'action qui ressemble un peu à des roues à la Gertz, donc celui qui a fait Impérial, Antique et... pas Antique... bon bref. Je trouve plus le nom, avec une version du Hellum. Navigador. Ça fait un moment qu'il a pas sorti de jeu, je crois. Donc bon, on est situé sur la roue. On peut avancer de une ou deux cases gratuitement. On peut payer pour aller plus loin. Et on effectue de la case sur laquelle l'action de la case sur laquelle on arrive. Donc le thème de pêche est vraiment très très présent. Il nous faut des licences. On va avoir un bateau qu'on va pouvoir améliorer d'un côté et de l'autre avec des cartes multi-usages. Et donc pour aller pêcher, on doit avoir un bateau, on doit avoir de l'essence, et on va aller jusqu'à un lieu de pêche. Là on va pêcher ce qu'on peut en fonction de nos cartes de pêche et
donc les cartes au milieu ont une zone de pêche qui dit qu'on peut pêcher, et les licences, et la population sur place. Ça crée des petits marqueurs qui disent qu'on a pêché à cet endroit, qu'il y a eu de la dépopulation. Et ensuite il va falloir retourner au port, et c'est au port qu'on peut vendre les poissons, donc on vend les poissons qu'on a dans notre chalutier pour des points et pour des avancées de pistes d'influence marchande auprès des 3 grands ports du jeu, qui sont une des grosses sources de points de victoire. Vendre des poissons, ça nous donne de l'argent, l'argent on en a besoin pour investir pour tout, et c'est aussi des points de victoire. Et ensuite on repart en mer, en gros en boucle. Il y a des choses qu'on peut faire que sur Terre, donc les cases sur Terre sont indiquées, les actions qu'on peut faire que sur Terre sont là. Pour ça il faut être dans un port, du genre vendre, pouvoir améliorer son bateau, tout ça on le fait pas en pleine mer. Acheter de l'essence, pareil. On a donc une action principale sur cette roue, puis on peut faire potentiellement, s'il nous reste un petit cube qu'on peut utiliser une fois par manche, il y a 8 manches dans le jeu, on peut faire une action secondaire, donc soit sur le bateau, soit sur Terre, qui nous permet d'avoir des petits bonus de jouer un peu plus de cartes, de faire un peu plus de choses. Enfin des petits bonus, même ça peut être une part assez importante du jeu. Donc ça se joue en manche, on fait un tour de jeu, on fait pas un tour de jeu, on joue chacun notre tour, et quand on a fait un tour complet de roue, on fait avancer ce marqueur. Et quand il y a eu 3 tours complets de roue à 3 joueurs, ou 4 tours complets à 4 joueurs, donc en gros que tout le monde a fait un tour de roue, mais si c'est possible qu'il y en a un qui aille beaucoup plus vite que les autres, on va déclencher un décompte. Lors du décompte, ce qui va se passer, c'est principalement qu'on va changer un peu l'événement du tour, mais surtout repeupler les poissons. Donc là où on a commencé à dépléter, à appauvrir la mer, soit on a appauvri un tout petit peu, et dans ce cas ça va grandir le tour d'après, parce que l'écosystème est prêt à accueillir de nouveaux poissons, soit on a beaucoup trop dépeuplé, et dans ce cas, on enlève juste des marqueurs de population, et dans ce cas, ça va repeupler dans 2 tours si on repêche pas sur place. Donc il y a vraiment cette idée de surpêche qui appauvrit les milieux. Donc il y a un équilibre un peu qui se crée en fonction de tout le monde, de ce qu'on fait. Et on joue comme ça jusqu'à la fin de la partie, donc jusqu'à avoir fait 8 manches. Donc en moyenne, chacun 8 tours de roue. Là où c'est assez malin, c'est que les points sont pas si faciles que ça à faire sur les différentes pistes. Les améliorations sont sympas mais sont coûteuses. Là où c'est un peu moins malin, c'est qu'en fin de partie, s'améliorer ça sert plus à rien parce que ça coûte beaucoup trop cer. Et du coup, on va un peu faire potentiellement les mêmes actions en boucle. Après, moi j'ai retrouvé qu'en fait, cette dernière ce dernier quart de partie où on a pu améliorer, on réfléchit quand même moins, on fait des allers-retours pour pêcher un maximum. On se demande un peu dans quel port on va vendre parce qu'il y a divers petits bonus, c'est en fonction de la variété, en fonction des poissons locaux, etc. On fait quand même quelques choix, c'est pas totalement inintéressant, et surtout ça va assez vite, parce que du coup si on tourne plus vite sur la roue, les dernières manches sont plus courtes que les premières manches. Du coup c'est un jeu que j'ai trouvé malin, qui est peut-être pas un jeu absolument inoubliable, mais qui est très agréable, qui a un thème qui est bien présent, et donc je referai une partie à l'occasion. Après je pense que c'est pas un jeu dont je ferai 25 parties non plus. Voilà, donc Captain of the Gulf, une jolie découverte de ce mois-ci. Carnegie. Alors, Carnegie, il était très très attendu. Moi, je l'avais testé un petit peu sur BGA. J'en ai fait une vidéo dédiée. Globalement, on va jouer des gros industriels qui font un tas de fric avant d'investir un petit peu dans la philanthropie pour faire des points de victoire, en se plaçant sur une carte avec des entreprises et en développant ses bureaux. Donc, on crée des nouveaux bureaux, on déplace des meeples dessus, et on va mener des actions en choisissant une action que tout le monde va faire, mais en fonction des meeples qu'il a posés chez lui. Donc, les actions sont faites de manière très différenciée. Du coup, il y a une jolie interaction tactique. Point de vue des axes de développement, moi j'ai pas été si conquise que ça. J'ai bien aimé le jeu. Je sais pas s'il sera dans mon top 5 de l'année. Ça va un peu dépendre de ce qui sort. Donc il pourrait. C'est voilà. Le suspense est entier. Que va-t-il sortir cette année? Hop, Goetia. Ah. Donc Goetia, celui-là il est clairement dans mon top 10 de l'an dernier. Je l'ai découvert un petit peu sur le tard. C'est un jeu qui a pas beaucoup fait parler de lui, mais qui est vraiment très malin, du pur Eurogame de placement d'ouvriers. Avec un thème que moi je trouve génial, des illustrations que je trouve vraiment dedans, une direction artistique assez folle. Il y en a qui, ces cubes là, ça déplaît un peu. Mais donc on joue des gens qui vont faire de la magie noire, pas au sens Heroic Fantasy, au sens un peu moyenâgeux. Donc on va commencer par faire de la voyance, ou renaissance peut-être plus. On fait des trucs de voyance, et après, on va une fois qu'on a assez fait de voyance, ça va pouvoir permettre d'appeler des démons. Donc parce que ça a plus ou moins invoqué des démons. On va pouvoir comme ça acquérir des démons qui vont être des cartes qu'on va placer en fait devant nous avec différents pouvoirs. Et une fois que tous les démons d'un truc ont été épuisés, ça va nous libérer des grosses actions de magie noire. Donc comme ça le jeu est évolutif. Entre le début on fait que récolter quelques cubes et faire un peu de voyance, et la fin on fait des grosses actions de magie noire pour notamment conclure des pactes avec le diable.
Le principe de placement est vraiment sympa, là c'est une partie à 2, donc il se passe un peu moins de choses que dans une partie à plus, mais en gros on va y avoir des emplacements où on va se mettre tout seul, on va avoir un emplacement simple, et il va y avoir des emplacements qui vont être liés à d'autres emplacements. Les emplacements qui sont liés à d'autres emplacements, on récupère les meeples, que si soit la carte est retournée parce qu'il se passe un événement qui fait que, donc l'épuisement d'une voyance, hein, soit quand quelqu'un d'autre, ou soi-même, se met de l'autre côté du lien. Donc évidemment, en général, il y a 2 cases, une plus intéressante que l'autre. Donc il y a un peu la question de est-ce que j'attire le chaland, ou est-ce que je fais en sorte de me libérer moi-même plus tard. On va pouvoir libérer des bonhommes petit à petit qui sont au début sur le bord du plateau comme ça. Et quand on veut libérer un bonhomme, on doit payer un point de victoire qu'on a récupéré en faisant de la voyance, moins le nombre de cases est plus... Enfin, on doit payer donc un point d'attention démoniaque, plus tous les cubes qui sont encore visibles sur la ligne d'en face. Donc on a envie de se mettre sur des cases pour bloquer pour virer le coup, sauf que ça permet aussi aux autres de recruter moins cher. Donc en fonction de qui est-ce qui a son intérêt où, tout est ultra interactif. J'aimerais bien en faire une vraie vidéo complète dessus, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Quand on récupère des cartes, on récupère différents pouvoirs. Il est vraiment malin. C'est du pur Eurogame, voilà. Donc c'est... Je sais pas trop quoi en dire de plus en 2 mots. Mais on regarde sans arrêt ce qui se passe chez tout le monde. Le comment on se développe sur les démons, c'est assez intéressant aussi. Il est bien fichu, il est bien édité. Très jolie découverte. Il y a longtemps, hein, ça fait quand même plusieurs mois que j'y joue. Hop, Magnet. Donc ça, je crois que c'est ma dernière grosse découverte, si je dis pas de bêtises. Dernier jeu découvert en date. Donc c'est un jeu où on va vraiment jouer de l'investissement foncier. Donc on va acheter des terrains sur lesquels on va construire des bâtiments, sur lesquels on va appeler des locataires pour toucher leur loyer. Et à un moment, on va revendre avec un prix du marché qui augmente et qui globalement... donc un prix du marché qui augmente, oui. Ça a un côté très SimCity, donc chaque bâtiment va dépendre des bâtiments autour. Alors je vais dire des bêtises parce que je me souviens plus bien, mais par exemple pour construire des bureaux, il faut qu'il y ait l'attraction des locataires va dépendre du nombre de maisons autour. Pour construire des maisons, il faut qu'il y ait au moins assez de commerces et de bureaux. Pour construire des industries, il faut qu'il y ait des maisons, donc des gens qui vivent, et d'autres industries peut-être. Oui c'est ça, et d'autres industries. Donc ces conditions-là un peu vont nous permettre d'attirer plus ou moins de locataires, et en plus de ça, il va y avoir une attractivité qui va dire que ça va être plus ou moins facile d'en attirer. Donc ça va se faire avec des dés en début de tour. On va toucher nos revenus, et ensuite on va avoir 3 actions donc d'investissement. D'achat, vente de terrain, construction, un peu faire quelques sous à droite à gauche, ou préparer de la pub pour le tour d'après. Le marché et la vitesse du crack évoluent parce qu'à la fin on finit sur un crack boursier où on a beaucoup trop investi et le marché s'effondre. Et donc là on doit tout revendre à prix un peu dérisoire si on n'a pas vendu avant. Ce qui peut quand même être intéressant. Et tout ça va être un petit peu déterminé par les actions des joueurs, il y a quand même du hasard dans les tirages de différentes choses. Et ça a l'air bien sympa, j'en ai fait qu'une partie à 3, donc pour le moment j'en ai pas un avis ultra hyper affirmé, mais voilà, si on a envie de jouer au banquier, c'est très chouette. J'en referai une, c'est pas super facilement lisible, il y a des jetons qui sont quand même à divers endroits. Il y a une version avancée où en fait les petits jetons comme ça qu'on va placer qui représentent les locataires sont un peu tous différents pour un même type. Je pense que c'est plus sympa, mais je sais pas trop comment on va le lire. Donc on peut remplacer les gros bâtiments en plastique par des tuiles qu'on va poser sur les cases. Peut-être que ça rend les choses un peu plus simples. Voilà, donc Magnet, ma découverte du week-end. Hop, Maracaibo. Donc là on retourne sur du terrain connu avec l'extension que je découvrais quand même. Mais globalement Maracaibo j'y jouais vraiment beaucoup. Je pense que j'en suis à plus de 20 parties. On a beaucoup de cartes en main. On a un principe d'action où à son tour on va avancer son bateau le long d'un circuit comme ça. Quand quelqu'un arrive au bout de ce circuit, n'importe qui, ça met fin à la manche. On va faire des revenus et on va recommencer. Quand on avance, on s'arrête soit sur des villes où on fait l'action de la ville, soit sur des bonhommes à nous qu'on a déjà posés, dans ce cas on fait l'action du bonhomme, soit sur des trucs vides, et dans ce cas, des petits villages, et dans ce cas on fait des actions de village qui permettent notamment de poser des cartes. Bon, en vrai, il y a un peu des alternatives, mais voilà. Et tout ça, ça va nous permettre de développer notre bateau pour avoir de plus en plus de pouvoirs, et surtout de poser plein de cartes qui ont tous des pouvoirs, qui vont améliorer notre jeu. Et le but, c'est de bien comboter sur ces cartes pour faire un maximum de trucs, et bénéficier des bonnes actions sur le plateau, notamment l'action de guerre, qui permet que les 3 puissances étrangères coloniales viennent prendre des présences sur le plateau.
Et à la fin de partie, en fonction de quelle influence on a gagné auprès de quelle puissance étrangère, on va marquer des points en fonction des présences sur le plateau et de qu'est-ce qui a été vidé pendant la partie. Donc Maracaibo, un excellent jeu de Pfister, il faut y jouer. Voilà. Moi j'adore. Il y a un mode campagne sur le jeu de base comme sur l'extension. Là on y a joué en mode scénario, donc le scénario permet... donc les campagnes, en tout cas sur la boîte de base, n'a pas une histoire extrêmement palpitante, mais ça permet en gros d'avoir un plateau modulaire qui évolue de partie en partie. On peut aussi y aller chapitre par chapitre, et l'extension permet d'avoir un truc pareil qui permet de faire du modulaire, qui change un peu à chaque partie avec une part de hasard pour savoir comment on module. Donc voilà. Ça c'est bien, j'ai envie de refaire des parties de l'extension et de l'explorer encore plus, pouvoir y rejouer plein de fois. On y a joué à deux, je le préfère un peu plus parce que c'est un peu plus varié, mais ça marche bien. Narak, donc les ruines perdues de Narak, ou Arnak en VO. C'est un jeu donc plus ou moins de deck building, donc pour moi c'est entre le deck building et le hand management. On va avoir un deck de cartes, on va piocher 5 cartes au début du tour, et on va devoir les jouer pour essayer de faire un maximum de choses sur le plateau. C'est beaucoup un jeu de combo de ressources pour essayer un peu de résoudre son tour, pour essayer d'en faire un maximum. Donc il y a des cartes immédiates, des cartes qui permettent juste de voir une ressource en plus de son tour, et des cartes qui font vraiment un effet. Et comme ça on va récolter des ressources qui vont nous permettre... Donc on va récolter des ressources soit avec nos cartes, soit en se posant sur des lieux. On a 2 meeples pour faire de la pose d'ouvrier. On va pouvoir comme ça explorer de nouveaux lieux, donc en dépensant un peu des cartes pour le déplacement et des boussoles pour l'exploration. Quand on explore un nouveau lieu, on a plein de bonus, on gagne ce qui est marqué sur le nouveau lieu qui est assez varié, mais on se tape un monstre qu'il va falloir combattre. Si on le combat, ça nous fait plein de points, donc c'est quand même cool. Et un des buts principaux, c'est d'avancer sur cette piste de science qui nous demande à chaque fois de dépenser un ensemble de ressources pour avancer. Donc c'est vraiment tout sur je vais là, qui me donne telle ressource, qui me permet d'aller là, qui me redonne telle ressource pour rejouer encore un coup de plus, encore un coup de plus, encore un coup de plus. Il y a des petits assistants qui font des revenus permanents. Il y a des peurs qui nous pourrissent un peu le deck, il y a plein de choses. Moi je le trouve malin, c'est pas un jeu forcément que je trouve du plus profond, point de vue développement, il n'y a pas des axes de ouf, mais par contre il y a vraiment une tactique de résolution qui est très sympa. Et donc là je découvrais l'extension, et l'extension est assez fun, elle propose des personnages asymétriques qui ont chacun leur deck de départ, qui ont l'air de quand même pas mal orientés. Jouer sa spécialité à mort, ça a l'air d'être quand même rentable, mais comme ça permet de varier un peu les parties selon les personnages, ça peut être cool. Moi si j'y joue plein de fois, je pense que j'aurais envie de faire une partie sur 2 avec l'extension, une partie sur 200, pour profiter donc à la fois de la liberté et à la fois de ses orientations. Ça met aussi des nouvelles pistes de science qui sont assez sympas, un peu plus rigolotes à jouer avec des déclenchements en timing qu'on a envie de faire ou pas. Donc voilà, on joue un peu dans son coin, mais pas 100%, parce que y a quand même des courses un peu sur des emplacements, des choses, la science quand on a envie de piquer le premier bonus, ce genre de trucs. Donc voilà, un petit jeu d'optimisation, de timing, de cartes, de ressources, et la manière de construire son deck est assez mignonne, parce qu'on le maîtrise vraiment pas mal. Et du coup, on n'est pas dans un pur deck building, mais il y a des éléments qui en reprennent, et on joue avec un tout petit deck, en général. On peut jouer avec un deck un peu plus gros, selon nos spécialités, mais voilà, ça demande de faire des choix en fonction. Hop. C'est cool. Alors, Persévérance. Persévérance, c'est un gros Kickstarter de Mindclash qui est arrivé là à l'instant, disons, où on va jouer des gens qui ont fait un naufrage depuis une croisière, et nous on est plus ou moins des adolescents dans l'épisode 1, et on va mener le peuple pour aller combattre les dinosaures qui essayent de casser notre camp. Donc clairement ça a plein de mots-clés un peu, disons, qui coulolent, avec des gros monstres qui attaquent et des figurines de dinosaures qui attirent vachement. Moi j'en ai fait une première partie à Essen qui m'avait Enfin, je suis pas sûre qu'on ait fait une partie complète, qui m'avait vraiment pas convaincue, parce qu'on allait un peu trop directement chercher les points, et la partie un peu développement qui prend corps me paraissait faible. Là on y rejoint une partie complète, j'ai quand même trouvé ça sympa. Il y a des interactions assez rigolotes sur comment est-ce que les choses peuvent se passer, où est-ce qu'on déclenche les attaques, dans quel timing. Le fait d'avoir une zone quasiment pleine, pas encore défendue, donc là il va y avoir des attaques de dinos, là il va y avoir une zone de défense sur laquelle on peut poser des soldats, et là il va y avoir la zone d'action. Chaque fois qu'on se pose dans une zone d'action, ça va faire attirer des dinos dans la zone d'attaque, et si à la fin de notre tour ça déclenche une attaque et qu'il n'y a pas assez de défense, on va perdre pas mal de points, mais tous ceux qui sont présents, notamment avec des bâtiments sur la ville qui vont permettre d'avoir des majorités, vont aussi s'en prendre plein la gueule.
Donc des fois on a un peu envie de déclencher les attaques chez les autres quand même, en fonction de si ça passe ou pas, et pour le coup si on participe massivement à la défense, ça peut nous faire plein de points aussi. Donc il y a des éléments un peu croisés comme ça qui sont assez sympas. Après les actions, c'est on prend de la nourriture, on utilise la nourriture pour faire des soldats, on va récupérer des histoires qui nous permettent un peu de faire différentes bonus. On attribue des soldats à des cartes aventures qui vont nous donner des ressources un peu diverses et variées. On améliore le camp, donc soit en mettant ces bâtiments qui nous permettent d'avoir des majorités un peu de manière permanente en plus d'un bonus immédiat, ou alors on change les dés pour des dés à 5 couleurs, ce qui fait que les autres n'ont pas envie de les prendre, ce qui nous réserve un petit peu des actions. Ils peuvent les prendre quand même, mais ça leur fait perdre des points. Et une dernière zone qui va permettre d'ici d'aller faire poser des murs et des pièges en défense. Donc on a une action principale qui est de poser un dé là-dessus, puis une action secondaire à chacun de nos tours qui va être soit influencer un des officiers là-dessus, qui vont nous donner des bonus en cas de majorité lors de l'assemblée, donc du décompte de fin de manche, et des petits bonus quand la ligne est complète. Ou alors on place notre chef qui est un espèce de super ouvrier qui peut aller sur une place dédiée, donc soit sur le combat et qui va combattre sans jamais mourir, soit sur la plage où là il va prendre une place qui n'est pas au même endroit que les dés, ou alors on va aller déployer certains de nos soldats en défense. Donc la mécanique de base est pas trop dure, les actions sont bien imbriquées, il y a de l'interaction. J'ai trouvé ça sympa, franchement, beaucoup mieux qu'à ma première partie. Après, il y a plein de choses sympas, pour moi le thème fait moyennement sens quand même. Il y a un lore énorme, tout est justifié, tout ça, mais il y a un peu le on avait envie de caser tout ça parce que c'était trop cool. Qui moi me passe un peu... Enfin, à la fois je trouve ça trop cool, hein. Moi j'aime bien aller mettre des ados en défense contre les dinos, et à la fois ça manque un peu de corps quand même, ça manque d'un peu de puissance, et c'est pareil sur la mécanique. Il y a plein de trucs qui sont sympas, des choix imbriqués qui sont vraiment assez cool, sur comment ça peut se passer. Ça manque un peu de corps et de puissance, et il y a beaucoup de trucs qui sont assez swingy, qui peuvent faire une bascule assez vite en fonction du hasard. Vraiment, des dés, de comment ça se passe, d'un truc qui bascule dans un sens dans un autre. Donc ça c'est un pas mal. Les résolutions de combat et d'assemblée peuvent être un tout petit peu longues, c'est pas non plus ultra laborieux, mais des fois il y a des moments où on y passe un peu de temps. Et ça reste, c'est pas du combat au dé, hein, c'est globalement chaque machin, est-ce qu'il est combattu ou pas en face, et ensuite ceux qui ont participé prennent des récompenses. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Je sais pas si ça vaut toute l'attente qu'il y avait autour. J'attends vraiment de tester l'épisode 2 qui, a priori, gagne un peu en puissance, justement. Il se passe un peu plus de choses. Du coup, oui, j'ai une meilleure impression que ma première impression. Je pense pas que ce sera mon jeu de l'année. Voilà, j'attends l'épisode 2, bientôt peut-être. Donc c'est la boîte contient l'épisode 1 et 2, et il y a en théorie une histoire avec un petit livret qui raconte tout ça, les personnages qui vieillissent, qui prennent des cicatrices. Bon, moi je trouve ça un peu une bonne excuse pour faire genre. Hop. Praga, donc là on retourne sur les jeux de l'année d'avant, pas l'année dernière, celle d'avant. Donc c'est un sushi, c'est un très bon jeu, très fluide, où on va globalement développer la ville de Prague et construire son pont, grâce à une roue d'action encore, où on va sélectionner une action sur la roue, ça va nous donner un petit bonus secondaire, et une des deux actions qu'on peut réaliser chez nous, qui vont être globalement soit de construire un bâtiment, donc soit un bâtiment dans la ville, soit un mur autour de notre plateau personnel, soit améliorer une de nos actions, soit aller faire une des trois autres actions, donc avancer sur le mur, faire de la production d'or ou augmenter sa production d'or, faire de la production de pierre ou augmenter sa production de pierre. On a besoin de pierre pour construire les murs, on a besoin d'or pour construire les bâtiments de ville, et un peu dans l'autre sens. Les améliorations nous donnent de la science qui vont nous faire des points en fin de partie. Quand on a assez de ressources d'un type, on débloque des petites actions bonus. Et il y a tout qui nous donne des petits bonus, des petits sous en plus, des petits quelque chose. Il est super agréable, ça faisait un moment qu'on l'avait pas sorti. On y a tous pris un plaisir fou, surtout au début où c'est ultra fluide. En fin de partie, c'est vrai que ça commence à être un peu chiant de pas oublier le bonus qui machin, le truc qui bidule, le A et le machin, voilà, et puis on fait une action de plus et il se passe un peu beaucoup de choses. Ça devient un tout petit peu laborieux sur le dernier tour de roue, mais c'est un très bon jeu. Il y a aussi des pistes comme ça sur lesquelles on va avancer en fonction de... Quand on construit des cathédrales, on peut parfois avancer sur la piste cathédrale dans un sens, et ça va valoriser les jetons qu'on gagne en faisant des murs, en faisant des connexions sur les murs.
C'est pas si compliqué que ça. L'ergonomie est super bien foutue. Là, ça faisait plus d'un an que j'y avais pas joué. Personne se souvenait trop des règles. J'ai pu les réexpliquer sans jeter un coup d'œil aux règles, juste avec les symboles. Le seul truc qui est pas marqué sur le plateau qui devrait l'être, c'est que on peut pendant son tour dépenser un sou ou une pierre pour remplacer 2 tuiles d'une rangée de bâtiments si elles ne nous plaisent pas. Ça, c'est quand même très dommage que ce soit pas marqué sur le plateau. Mais à part ça, c'est vraiment top. Un jeu de combo, du pur Eurogame, comme on aime. Hop. Trismegistus, donc là-dessus j'ai fait des vidéos aussi. On va gérer un laboratoire alchimiste, où le but ça va être de transmuter des métaux de manière à réaliser des expériences qui vont nous valoir des points de victoire et divers bonus, notamment le fait de faire la pierre philosophale qui nous rapporte divers bonus. On fait aussi des artefacts sur le bord des transmutations qui nous permettent de gagner divers bonus. Globalement, on gagne des trucs qui nous font gagner des trucs, qui nous font gagner des trucs, qui nous font gagner des trucs pour essayer de faire plus de trucs, et donc plein d'expériences, et donc plein de points. C'est ça l'idée du jeu. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup le thème aussi, alchimiste, alchimique, tout ça, donc j'ai une vidéo où j'en parle en détail. C'est du casse-tête, c'est pas extrêmement interactif, un petit peu sur le choix de dés, des fois on a un peu envie de se précipiter pour aller récupérer un dé du pool de dés avant que l'autre le prenne, parce que plus il y a de dés, plus on va faire d'action. Mais ça reste de l'interaction relativement soft. On peut réagir aux actions des autres et jouer pendant leur tour, mais pareil, c'est plus une opportunité relativement, disons, subie que choisie. On peut jouer sa face de dé ou sa couleur de dé. Donc, c'est pas trop dépendant de ce que fait l'autre, en vrai. On n'a pas besoin d'observer précisément ce qu'il est en train de faire. On manque déjà d'expérience à piquer comme ça. Hop. Ultimate Railroad, donc la réédition de Russian Railroad, là, j'ai joué avec la version German, donc que je connaissais déjà, qui est la grosse extension donc de Russian Railroad. Globalement, c'est une pose d'ouvrier, avec une mécanique assez classique, on pose un ouvrier sur une action, on réalise l'action, une fois que tout le monde a placé tous ses ouvriers, on ramasse tous les bonhommes et on recommence, 6 fois. Et on va avoir un petit plateau personnel comme ça, sur lequel on va faire avancer des rails, où les rails doivent toujours être dans le bon sens, les blancs avant les verts, avant les marrons, avant les gris, avant les dorés, qui vont se débloquer selon diverses pistes, et qui vont faire des points de victoire qui vont vraiment augmenter de manière surlinéaire. En fin de partie, on fait beaucoup plus de points qu'en début de partie, en faisant avancer des rails qui rapportent vraiment beaucoup plus. C'est assez jouissif côté des décomptes, côté d'avoir l'impression de faire plein de choses, plein de bonus dans tous les sens. Et à la fois c'est assez frustrant parce qu'on n'arrête pas de se bloquer, de pas avoir ce qu'on veut. Donc il y a vraiment les deux, l'impression d'être frustré et de faire plein de trucs. Donc pour beaucoup de regamers, ça correspond très bien à ce qu'ils aiment. Il y a des compétitions sur le fait d'avoir des conducteurs ou des choses comme ça. Sur la version Allemagne, nos plateaux sont personnalisables, donc quand on arrive sur une zone, on va pouvoir choisir un peu qu'est-ce que fait la zone, quel bonus on va débloquer. Il y a plein de fois où il y a des bonus, alors là c'est des petites ampoules, où on va pouvoir un peu choisir qu'est-ce qu'on va prendre comme bonus qui vont nous débloquer des choses par la suite, donc il y a un vrai côté développement très présent. Dans la nouvelle édition, donc il y a quelques petits correctifs sur le jeu de base, et il y a les extensions, donc German Railroad qui était déjà sorti, American Railroad qui était déjà sorti. German, moi je trouve que c'est vraiment top parce que ça permet beaucoup de personnalisation et de variété. American, moi j'ai joué qu'une fois, j'avais trouvé ça sympa et c'est sympa à découvrir, mais ça donne peut-être moins envie d'en faire 15 000 parties, c'est un peu plus dans la technique ou en tout cas le fait d'aller débloquer les choses dans le bon sens, donc ça encourage moins à se diversifier, on choisit une voie et on y avance, de mémoire, hein, ça fait longtemps. Et donc il y a une dernière extension, Asian Railroad, que j'ai pas encore testé, que j'aimerais bien tester très prochainement, qui est inclus dans cette édition. Donc ça j'ai très envie de le découvrir. Donc à chaque fois c'est des variantes avec le même plateau central, ce qui va changer ça va être des petites choses autour, des petits modules, des petites choses à faire en plus. Hop. On finit sur les gros jeux par Wendeke. Donc Wendeke c'est aussi un jeu que j'adore, je joue à beaucoup de jeux que j'aime beaucoup ce mois-ci. Comme souvent d'ailleurs, hein, c'est pas mal. Globalement, ça va être un jeu de développement où on est vers le Canada, vers la région des Grands Lacs. On joue une tribu d'Indiens et on va aller se développer en marquant des points de 4 types différents. En début de partie, les types de points sont associés 2 par 2 et à la fin de partie, notre score ce sera le minimum entre les deux. Donc par exemple, ici, si mon plus petit score entre la guerre et le commerce, ce sera le commerce, bah, je vais scorer le commerce. Et ici, entre le repos et les masques, mon petit score c'est le repos, bah, je vais scorer les masques. Et du coup, je fais repos plus commerce. Et ça me donne mon score final.
On a comme ça un plateau chez soi en 3 par 3 qui va désigner des actions possibles. On va avoir 3 jetons plus un quatrième mais qui sert pas à grand chose pour aller y mener des actions. Donc à son tour de jeu, on place un pion sur une des cases et on fait tout ce qui est marqué dessus de haut en bas. Ensuite on va jouer un deuxième pion, et là le truc c'est que les 3 pions qu'on va jouer doivent former une ligne. Ok, donc façon morpion, hein, une ligne droite, une ligne horizontale ou une ligne en diagonale. Et à chaque fois on fait l'action de la tuile, jusqu'à ce que chacun ait joué ses 3 actions. En plus de ça on a un petit truc de tempo qui permet de poser un pion pour devenir premier joueur au prochain tour. Et ensuite on passe au tour suivant. On fait chaque fois qu'on passe au tour suivant, on enlève les tuiles d'en bas de notre plateau. On en choisit une qu'on écarte définitivement et on prend une nouvelle tuile disponible. Donc les tuiles s'améliorent au fur et à mesure de la partie et ça permet de se spécialiser, donc soit un peu définitivement, soit de temporairement avoir une action de plus là-dessus pour en reprendre une autre le coup d'après, soit de rester un peu stable. Ensuite, point de vue mécanique de jeu, il y a vraiment des déplacements qui peuvent être assez agressifs, assez sympas. Ça peut être un peu bizarre et bancal dans certaines situations, mais je l'ai très rarement vu. Le commerce, c'est l'action un peu compliquée où il faut avoir récolté plein de types de ressources, donc pour ça il faut avoir d'abord conquis des trucs avec nos personnages, puis avoir installé des hommes et des femmes sans qu'elles se fassent tuer, pour aller récolter soit du castor qu'il va falloir plus tard transformer en peau, soit des légumes où on veut des légumes différents, donc de plein de régions différentes, qu'on récupère devant chez nous, qui vont nous permettre d'être échangés contre des tuiles de développement niveau 1 à 3, qui nous donnent des pouvoirs assez sympas. Le commerce a quand même l'air assez essentiel. La guerre, c'est des décomptes en fonction des présences sur le plateau, là où on a des majorités, ça va donner des points. Le repos, ça va permettre de faire repopper des choses qui sont mortes de notre plateau personnel vers le plateau central, vers notre grande base. Les masques, ça va être un petit jeu de collection qui est un peu déconnecté du reste, où on va avoir des cartes masques comme ça en main et on va pouvoir se placer sur un de ces emplacements pour faire des masques. Le truc, c'est qu'il faut le faire de temps en temps. Et j'ai à peu près tout dit sur les 4 axes, disons, de points de victoire qui sont liés à la différentes manières de faire les choses. Les canoës, ça permet d'augmenter le commerce, et le fait de pêcher des poissons qui sont nécessaires pour les tuiles de commerce. C'était tout dans le désordre, je pense que c'est pas très compréhensible, mais c'est pas très grave. Donc c'est vraiment un jeu d'enchaînement d'actions. Il y a pas tellement de développement, on va un peu s'orienter en fonction des tuiles qu'on choisit, mais il y a vraiment un peu du contrôle de position pour aller faire les choses et les enchaîner au moment où c'est rentable pour nous. Et par contre, si le développement il est sur les pouvoirs qu'on récupère qui vont nous permettre d'augmenter un peu les choses, tout en surveillant de ne pas être trop à la traîne sur une des pistes. Après, on peut avoir 2 pistes qui sont franchement derrière 2 autres. C'est vraiment assez malin. Il y a des gens qui au début le trouvaient un petit peu buggé parce que on est à max 25 points sur chacune des pistes. En fait, le jeu était buggé si on joue avec les goodies des scènes. Donc ça, c'est un gros problème pour moi des goodies et des petits modules mal testés. C'est que ça donnait des tuiles supplémentaires au développement qui permettaient de faire un feu. Donc le feu, ça permet de copier n'importe quelle tuile, plus autre chose. Du coup, ça permettait de faire vraiment beaucoup plus d'actions. Et ça crée un déséquilibre un peu là-dessus. On l'a joué à 2 joueurs, il marche très bien à 2, il marche bien à plus aussi. À 2, l'agression sur les positions est vraiment assez directe. Donc voilà, c'est très très chouette. Je suis toujours contente quand je joue à Windeke, ça faisait un moment en plus là. Et j'ai fait découvrir à une joueuse qui a adoré aussi, donc ça me fait toujours plaisir quand j'ai un jeu que j'aime beaucoup, que je fais découvrir, que la personne d'en face est conquise. Pareil, elle a beaucoup aimé Goetia aussi, donc ça c'était très très chouette. Ok, donc voilà pour les gros jeux que j'ai joués depuis le début du mois. Donc plein de très bons jeux. C'est pas la catégorie dans laquelle je suis la plus difficile, et c'était beaucoup des jeux que je connaissais déjà, donc en général je suis pas trop déçue quand même. Voilà, je vais maintenant peut-être enchaîner sur d'autres jeux, donc un peu plus, disons, moyen format, qui vont recouvrir un peu du tout et n'importe quoi en termes de mécanique et de style. Mais allons-y, pourquoi pas. Hop. Donc j'ai commencé par... Ah oui, j'aurais pu couper. Non, bon. All-Star Draft. All-Star Draft, comme son nom l'indique, c'est un jeu de draft. On va drafter des équipes de hockey sur glace, qui sont représentées par des animaux. Donc pour ça, on va avoir 6 cartes en main. Parmi ces 6 cartes, j'en choisis une, je passe le paquet à mon voisin. Puis je reçois 5 cartes, j'en choisis une, je passe le paquet à mon voisin, etc. Jusqu'à avoir 6 cartes qui ont été draftées. Jusque-là, rien de très spécial. Maintenant, parmi ces 6 cartes, je vais en choisir 5 qui vont permettre de faire une combinaison. Le but, c'est d'avoir des éléments identiques. Par exemple, le plus de 7 possible, ou le plus de symboles points possible, ou le plus de requins possible. Donc comme ça, je fais
une série de 5 cartes, et une fois que tout le monde a choisi, on révèle cette série de 5 cartes, et on regarde qui est-ce qui a la meilleure combinaison. Donc en premier, c'est le nombre de cartes identiques. Ensuite, en deuxième, il y a des tiebreakers. Donc les meilleures combinaisons identiques sont celles qui sont faites avec les symboles, qui n'apparaissent pas sur toutes les cartes, puis en fonction du joueur, soit sur les chiffres, soit sur les couleurs. Et puis c'est tout. Et ensuite, il y a un ordre des couleurs, des chiffres et des symboles. Ça va nous permettre comme ça d'être premier, deuxième, troisième, ce qui va vous permettre de marquer des points sur l'arène en cours. Donc là on voit pas l'arène, mais ça dit combien le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. On peut jouer jusqu'à 6, et c'est pas mal entre 4 et 6 joueurs, je préfère même à 6 moi. Sachant que des fois c'est pas forcément la meilleure équipe qui va faire le plus de points. On joue comme ça une manche, et ensuite on reprend une manche. Donc la carte qu'on avait de côté, on la garde de côté comme si c'était la première carte qu'on avait draftée pour cette manche-ci, puis on reprend 6 cartes, on les redrafte, on se retrouve donc avec 7 cartes en main. Sur ces 7 cartes, on choisit une nouvelle équipe de 5 cartes, et on a le droit de faire un échange dans l'équipe précédente. Donc d'enlever une carte qui était dans l'équipe précédente pour en remettre une face cachée, et d'utiliser cette carte potentiellement pour faire notre deuxième équipe. Et là on va jouer dans 2 arènes, donc on doit dire qui va dans quelle arène. Donc des fois il y a un peu un pari sur, ok, ma plus forte équipe elle est pas trop forte, donc je peux peut-être être première sur cette arène qui est moins forte que l'autre. Et donc tout un tas de paris. On refait ça avec une troisième manche où cette fois-ci on va jouer dans 3 arènes avec donc 8 cartes en main. Et une fois qu'on a fait ces 3 arènes, il y a les playoffs, donc un tournoi élimination directe. Donc là on retrouve toutes nos cartes en main, je crois qu'on en a 18 ou un truc comme ça. Et parmi ces 18 cartes, on va constituer une première équipe de 5. Là on va tous révéler, la plus faible équipe est éliminée. Le joueur est éliminé, et ceux qui restent en jeu reprennent, donc laissent l'équipe visible sur la table, et maintenant ils doivent virer définitivement, écarter du jeu entre 2 à 4 cartes de l'équipe déjà présente, et rajouter 2 à 4 cartes de leur main à cette équipe pour tenter de ne pas avoir la pire équipe, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Donc il y a vraiment une question de il faut miser juste pour pas se faire éliminer trop vite, mais en même temps si on grille tous nos cartouches trop vite, on peut être dans la mouise plus tard, plus le fait d'organiser des transitions entre nos différentes combinaisons de couleurs, de chiffres ou de symboles, et ça fait que c'est vraiment des trucs très très croisés, très malins à jouer et à drafter, et du coup c'est vraiment très très sympa. C'est un des jeux de draft de ce format là que je préfère, j'ai découvert il y a quelques mois, et moi j'ai beaucoup de mal, je suis pas très bonne, et je sens que je lutte pour faire les bons choix, et c'est très très plaisant. Hop, on passe à du totalement différent. Bureau of Investigation. Donc Bureau of Investigation, c'est un jeu d'enquête. C'est Sherlock Holmes avec du Lovecraft. Donc il y a une partie de fantastique et une partie de pure enquête. C'est assez bien fichu. Globalement, on a une enquête qui nous est présentée en quelques paragraphes, et ensuite on va pouvoir aller suivre des pistes en fonction des différents lieux où habitent les personnes, façon livre dont vous êtes le héros. On va à la piste, on regarde ce qui se passe. On peut soit aller interroger des gens, soit aller faire de l'investigation, donc en général un peu de l'espionnage ou des choses comme ça. Et on a un nombre de pistes limité, et à la fin on doit dire on veut intervenir dans tel et tel et tel lieu, appeler les gens pour dire il se passe quelque chose de bizarre, et en général de fantastique un peu au-delà de nos forces, ou alors de résolution de l'enquête en cours. J'ai fait que les 3 premières enquêtes pour le moment. Je les trouve assez chouettes. J'ai préféré la 3e vraiment pour le moment. Apparemment la 4e et la 5e sont très très sympas aussi. Il y a des trucs que j'ai pas trop aimé dans les 2 premières enquêtes, qui est que la résolution de l'enquête pure et dure est pas directement liée à comprendre précisément ce qui se passe dans le fantastique, et le fantastique utilise des références directes de Lovecraft, que si on connaît Lovecraft on voit la référence, sinon on a une idée de ce qui se passe, mais on n'aura jamais la réponse précise, parce que ça pourrait être ça ou autre chose. Donc ça c'est assez chouette, on a un plan pour aller calculer les distances, vraiment à la Sherlock Holmes Detective Conseil, un journal. La 3e est assez différente. C'est bien écrit, dans le sens les paragraphes sont pas trop longs, pas trop chiants à lire, le verbe est pas dégueulasse. Et je trouve que dans plusieurs jeux d'enquête c'est un peu un défaut, où le verbe est pas à la hauteur de la purple prose. Donc souvent ça essaye de faire des grands paragraphes pour faire littéraire sans avoir le niveau vraiment littéraire pur d'un très bon roman. Du coup c'est souvent pas aussi réussi que ça pourrait l'être d'après moi, même si j'aime beaucoup. Désolé. Et bon. Et du coup dans celui-là c'est réussi. En tout cas c'est largement au niveau, et ça donne pas l'impression de râler parce qu'on doit relire des paragraphes chiants en permanence. Donc ça c'est vraiment très très cool. Ce que j'ai bien aimé dans la 3e enquête, c'est que y a un truc génial qui se passe côté construction d'enquête, c'est que au début
comprend rien, on a l'impression qu'il n'y a rien à comprendre, et petit à petit, on construit de plus en plus ce qu'on comprend et la logique nous vient, et à la fin on arrive à le résoudre en ayant vraiment eu l'impression d'augmenter en puissance de compréhension. Et donc ça c'est extrêmement agréable. Voilà, donc Bureau of Investigation. Il me reste 2 à faire, j'ai très envie de les faire. Voilà, j'ai mon joueur de Bureau of Investigation et des jeux d'enquête globalement où il faut qu'on soit dispo en même temps. Hop, on change encore totalement d'environnement avec les palais de Carrara. Donc les palais de Carrara, c'est un petit jeu de gestion assez léger, format familial disons, qui est pas récent du tout, je crois qu'il date de 2012 ou 2010, où globalement on va avoir des pierres qui sont sur une roue de prix à chaque tour. On va pouvoir soit récupérer des pierres, soit utiliser les pierres pour construire des bâtiments, soit déclencher un scoring. Le truc assez malin, c'est que ces pierres ont des couleurs et différentes raretés. Et les endroits où on peut construire les bâtiments vont accepter des pierres de plus ou moins rares, plus ou moins nobles. Donc quand on choisit de construire des pierres, on commence par faire tourner la roue, puis on complète pour qu'il y ait toujours 11 pierres. Et ensuite on choisit un segment duquel on achète autant de pierres qu'on veut, sachant que plus ça fait longtemps qu'elles sont là, moins elles sont chères. Y compris gratuites pour les couleurs trop faibles qui ont été laissées trop longtemps. On récupère comme ça des pierres derrière notre paravent, et ensuite, quand on a assez de pierres, on va pouvoir construire un bâtiment. Donc quand on construit un bâtiment, on regarde quelle est la plus... Donc par exemple, le bâtiment, il dit qu'il coûte 4. Donc on dépense 4 pierres, et on regarde quelle est la plus faible des pierres qu'on a dépensées, et ça nous dit dans quel ensemble de villes on a le droit de construire. Chaque ensemble de villes accepte certains types de pierres. On va comme ça les accumuler en colonnes, et après, au moment de notre choix, on va pouvoir déclencher un décompte. Donc soit un décompte sur la ville, une fois qu'on a déclenché le décompte sur la ville, les autres ne peuvent plus faire de décompte sur cette ville, ça requiert un minimum de tuiles. Il faut avoir par exemple fait au moins 3 bâtiments pour aller décompter la ville bleue. Soit sur un type de bâtiment. Donc il y a 6 types de bâtiments, je crois, dans le jeu, par exemple les bibliothèques. Donc on peut aller décompter les bibliothèques, et dans ce cas, on décompte toutes les bibliothèques. Lors d'un décompte, chaque bâtiment rapporte en fonction de la ville sur laquelle il est, soit 1, 2 ou 3 sous, soit 1, 2 ou 3 points. Évidemment, plus ça vaut de points, plus c'était dur à construire. Et chaque bâtiment rapporte des jetons en bois comme ça qu'on va collectionner pour des points. Il y a une extension qui permet d'avoir un jeu un petit peu plus varié, mais déjà le jeu de base, moi je le trouve très sympa, bien malin, avec des décomptes de points. Le jeu finit quand il y en a un qui a les 3 conditions de victoire, donc avoir fait au moins 4 décomptes, avoir accumulé assez de machins en bois, et avoir une certaine valeur de construction. On peut vraiment construire plus ou moins vite en fonction de à quel point on a construit des trucs nobles ou pas, et il faut vraiment surveiller qu'est-ce qu'on laisse comme opportunité aux autres sur cette roue. Donc moi ça fait partie des petits jeux... qui sont pas si connus que ça, qui sont très fluides et que je trouve vraiment juste agréables, voilà, en format assez léger. Hop, Cutterland. Donc Cutterland, ça j'ai un peu prévu d'en faire une vidéo, je sais pas si ça va venir et quand. C'est un jeu où on a des cartes en main qu'on va découper. Donc on a des cartes de 4 sur 3, je crois, cases, qu'on va découper pour faire autant de parties qu'il y a de joueurs à la table. Donc par exemple, s'il y a 4 joueurs, on va faire 4 morceaux. Ensuite, on va les disposer sur la table et chacun des joueurs va choisir un morceau à ajouter à son territoire. Et là, ça va être un petit peu un jeu de tuiles à la Carcassonne, Big Monster, etc. pour aller faire des points en fonction de qu'est-ce qu'il y a à côté de quoi, dans quelle zone, de quelle taille. Voilà, on a 6 monstres qui ont 6 manières d'être décomptés différentes. Et en fin de partie, on fera les points. C'est vraiment dans la famille des jeux de partage, moi c'est un type de mécanisme que j'aime beaucoup. Avec des monstres qui en mangent d'autres. Qui vont faire, donc par exemple les kraken, ils mangent tous les monstres autour, ils vont faire 2 points par monstre mangé, mais du coup les monstres qui ont été mangés ne font plus de points. Il y a des monstres qui font des trucs en négatif, donc on aime bien en faire de la nourriture à kraken. Les dragons ils veulent être par couple, donc on a des intérêts vraiment différenciés, on essaye un peu d'attirer le chaland des fois à un adversaire sur un truc qui l'intéresse pour nous récupérer le truc qui nous intéresse nous, parce qu'on lui aura laissé mieux pour lui. Donc c'est malin, ça prend bien la tête pour découper comme il faut. Son seul défaut, c'est peut-être qu'il peut être un petit peu long pour le format. Notamment, découper, ça peut être assez prise de tête, et pendant ce temps, les autres ne font pas grand-chose. On voit quand même nos cartes d'avance, on a 3 cartes pour toute la partie, donc on peut essayer d'y réfléchir un peu au retour. Ecos. Alors, Ecos, c'est un jeu, j'y ai joué 2 parties là récemment, et avant ça, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler sans y jouer. Donc Ecos, on va avoir des cartes devant nous qui vont s'activer avec un certain nombre de symboles et qui vont nous donner un pouvoir, donc qui vont en gros faire des points de victoire et compléter le plateau central, donc soit avec des tuiles, soit avec des animaux, soit avec des montagnes et des forêts. Et on va faire des points un peu en fonction de tout ça. Donc il y a une première phase de draft qui est vraiment la phase technique du jeu, où on va un peu essayer de se trouver un axe pour comment est-ce qu'on va marquer des points. Donc on a 2 types de cartes, ceux qui font les gros points et ceux qui font des pouvoirs. On commence par drafter les gros points, puis les pouvoirs.
Et ensuite, on va avoir des cartes devant nous, donc au début 3 qu'on choisit parmi notre main. Et on va tirer du sac à chaque fois un symbole et tout le monde va cocher ce symbole, un peu façon loto. Sachant que quand on n'a pas le symbole, on n'a pas tout perdu, on tourne cette petite fiche qui est devant nous, qui va nous permettre petit à petit de piocher plus de cartes et de poser plus de cartes et d'avoir plus de petits cubes à poser sur nos cartes parce qu'on est limité dans ce qu'on peut développer en simultané. Les cartes sont épuisables, c'est pour ça qu'elles tournent. Et quand on a totalement épuisé une carte, elle est jetée. Du coup, nos pouvoirs vont s'effectuer un certain nombre de fois avec différentes spécialités qu'on essaye de comboter entre nous, tout en gardant un œil sur comment les autres développent le plateau central pour essayer d'en bénéficier si on a des cartes qui collent, ou en tout cas de pas trop les arranger. C'est quand même un peu subi, disons, qu'on choisit pas forcément si bien que ça ce qui peut se faire parce que des fois le choix arrive un peu tard. Je pense que si on est attentif pendant le draft, on a déjà quand même quelques infos, et c'est bien malin. Voilà, moi ça m'a bien plu. Je m'attendais à moins bien que ça aussi, faut dire, parce que il y avait une ou deux personnes qui avaient de la nouvelle sortie, on dit ah c'est génial, et derrière il y a eu beaucoup de gens qui ont un peu refroidi en disant ouf non pas tellement, et du coup moi je m'attendais à un jeu assez moyen, et je trouve ça vraiment malin, et puis dans la combinaison de cartes avec un peu de la construction de main, puisque du coup on a vraiment notre main et on va poser les trucs sur la table, donc la construction des pouvoirs simultanés pour essayer de couvrir un peu l'ensemble des symboles, tout en ayant des bonus qui marchent bien entre eux, j'aime bien. Voilà, donc ça m'a bien plu. Hop, Genesia. Donc Genesia, ça fait partie de mes découvertes du week-end dernier. C'est un jeu qui est assez particulier. Globalement, ça va être un jeu de prise et de contrôle de position. On va comme ça placer des pions de population sur notre continent de départ, puis sur l'île centrale, puis chez les autres. Donc là, on a fait une erreur de placement. On n'avait pas le bon plateau central pour 4, ce qui fait qu'on a un peu manqué de place. Et en fait, il va aussi y avoir du draft de cartes. Donc on va drafter des cartes pour chaque époque. Il y a 3 époques. Et les cartes peuvent se jouer pendant certaines phases, donc il y a la phase de croissance où on va globalement créer des bonhommes, la phase de déplacement où on va les déplacer pour aller conquérir de nouveaux territoires, et ensuite la phase de fight, où là il va y avoir plusieurs rounds de fight jusqu'à ce que plus personne ne veuille fighter, pour aller conquérir les territoires adverses, et notamment les forteresses. Donc les forteresses se créent quand on a au moins 2 pions sur la même case, et ou alors quand on conquiert celle des adversaires parce qu'il aurait moins de pions que nous. Il y a un petit côté pas facile à voir en toute première partie, qui est comment vont se passer les combats. Donc en première année, il y a pas vraiment de combat ou très très peu. À partir de la deuxième année, il peut y en avoir beaucoup. Et en fait, dès qu'on a conquis quelqu'un à côté, on peut se refaire prendre notre territoire par derrière parce qu'on aura un peu vidé un territoire. Et comme ça, il faut faire gaffe de quelle conquête j'ai intérêt à faire pour pas trop me découvrir. J'ai trouvé ça plus malin qu'il n'y paraît en premier abord. L'aide de jeu est très bien fichue. On comprend le jeu très vite, il n'y a pas beaucoup d'action. Ça paraît un peu bébête au début et je pense qu'il y a des trucs plus intelligents que ce qu'on a fait à faire. Donc ça, j'y rejouerai bien. Voilà. Donc comment bien optimiser les pouvoirs, est-ce qu'il faut économiser d'un tour à l'autre, comment réserver un peu des positions, comment jouer l'agression, comment essayer de faire en sorte que les autres se tapent dessus et que ce soit bénéfique pour nous. Donc c'est pas mal. On est dans un jeu d'une grosseur. Un peu plus, je pense plutôt 1h30. Léo Fourneau, donc là on est en plus petit format, pas beaucoup plus petit, on est plutôt dans du 45 minutes je dirais, peut-être un peu moins. C'est un jeu où on va récupérer des cartes qui vont venir chez nous, qui vont permettre de faire chaîner des ressources, donc en gros on va récupérer des ressources qui vont permettre de se transformer en d'autres ressources qui vont faire des points. Donc l'ensemble de ressources qui va faire des points et qui peut chaîner comment pour les effectuer dans quel ordre, c'est un peu prise de tête, et c'est pas le plus original. Le truc super sympa c'est la phase d'enchère, où on a à 3 joueurs 7 cartes au milieu, et on a des jetons d'enchères allant de 1 à 4. À chaque tour on choisit un de nos pions enchères et on le met sur une case. On n'a pas le droit de se mettre sur une case où on est déjà présent nous-mêmes, et on n'a pas le droit de mettre exactement le même numéro que quelqu'un d'autre. Donc sur quel ordre de jetons on met, à quel moment, en fonction de qu'est-ce qui se passe autour de l'ordre du tour, c'est vraiment très sympa. Et à la fin du tour, on va résoudre toutes les cartes, et là il va se passer des choses. Donc si on a la plus grande valeur, on va récupérer la carte, mais si on a la plus petite valeur, on va faire un pouvoir un peu secondaire de la carte, autant de fois que la valeur qu'on a mis. Donc en fait, si on a mis un 3 et qu'on se bat par un 4, on fait quand même 3 fois une action secondaire, ça reste assez fort. Et des fois c'est mieux que de prendre la carte, notamment en fin de partie. Du coup, ça j'ai trouvé ça bien malin. C'est vrai que la phase de résolution peut être un petit peu relou, mais je l'ai pas trouvé insupportable non plus. Il y a que on joue en 4 âges. Le 4e âge, ça commence à devenir vraiment le bordel, et moi, optimiser à fond pour être sûr de pas perdre un point, je le fais pas trop. Parce qu'il faudrait compter exhaustivement des trucs, et compter exhaustivement des trucs, ça me gave. Je pense quand même que je suis pas trop loin de l'optimal, mais c'est plus heuristique que exact dans ce que j'ai envie de faire moi. Mais je l'ai pas trouvé si plate et inintéressante que ça par rapport à ce qu'ont dit les gens, et surtout c'est une phase de résolution. Donc oui, on l'a fait chacun dans notre coin, on fait des petits calculs.
on regarde quand même qui a envie de quoi en fonction des ressources qu'ils ont, donc on va pas forcément analyser le détail de leur jeu, mais si quelqu'un a besoin de beaucoup de pétrole ou de beaucoup de charbon, on peut le voir un petit peu pour savoir sur quoi est-ce qu'il risque de miser, comment, qu'est-ce qui donne des revenus, qu'est-ce qui... Voilà. Donc bien sympa. Je suis très contente de l'avoir découvert, pareil, je m'étais pas encore jetée dessus et je trouve ça très très mignon. Je pense que c'est le genre de jeu que ça fait beaucoup plus plaisir à découvrir qu'à rejouer en boucle, en tout cas pour moi. Et vraiment cet aspect tactique sur l'enchère est très très sympa. Hop, La Stanza. La Stanza est un jeu un petit peu bizarre, qui est plus un jeu semi-abstrait, où on va avoir des gens sur notre plateau, donc c'est vraiment ça va jouer sur ces personnages qu'on va recruter, qui vont avoir 5 couleurs de jeu. Et on va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à une case qui contient au moins un bonhomme recrutable. Donc en fait on met dans les bonhommes potentiellement recrutables, sur une ligne d'en haut. Puis on va pouvoir effectuer, donc si je suis dans la salle jaune, une action jaune. Pour ça je dois faire passer un de mes bonhommes potentiellement recrutables en bonhomme recruté, en payant le prix de la case, et en virant celui qui était là à sa place, s'il y en avait un à sa place. Et là, en fonction du nombre de bonhommes jaunes que j'ai maintenant dans ma ligne d'action, je vais pouvoir faire une action jaune à cette force-là. Donc les forces 1, 2 et 3 permettent de faire des actions correspondant à la salle, qui sont toutes un petit peu différentes, mais qui permettent en gros de se booster. Si j'ai plus que si j'ai 4 ou plus, je vais pouvoir faire ma grande œuvre, donc on ne peut faire qu'une seule grande œuvre par salle, pour aller faire des points de victoire. On est obligé de jouer à chaque fois des trucs de la salle correspondante, sauf si on a des points de politique. On est obligé d'avoir la force des bonhommes, sauf si on dépense des points religion. Les bouquins, ça va nous permettre d'obtenir des bonus ici. Et l'exploration, ça va permettre de faire des revenus. Il y a en plus de ça une case qui est une case de tuiles bonus. Les tuiles bonus, on va les récupérer. Ça demande d'avoir des conditions déjà accomplies dans les autres salles. Et ça va nous faire des bonus de développement ou de points de victoire. En très bref. Du coup, c'est un jeu qui est relativement épuré, qui paraît un peu bébête sur les premiers tours, et en fait c'est vachement malin le comment on se finance pour aller mettre ces bonhommes sur ces emplacements, parce que si on ne choisit pas de faire une action, on peut aussi se financer, donc utiliser notre mécène pour pousser les bonhommes, donc ça vire quelqu'un automatiquement, mais ça nous fait pas mal de sous en fonction de notre piste de revenus. On peut aussi choisir de passer son tour. Après c'est de déplacer. Du coup, il y a plein de manières de faire des petites choses assez sympas. On regarde vraiment ce que l'adversaire va faire. Là, on a joué à 2, c'était pas si mal comme config, j'aurais cru que ça allait vraiment pas marcher. Il y a 2 choses qui marchent pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 questions de majorité sur l'art et sur les tuiles, et les écarts de points sont chelous à 2, la compétition marche moyennement, ça... Bon, c'est dommage. Mais à part ça, je pense qu'il faut un peu faire une règle maison au moins pour l'art, pour dire que si on n'a pas au moins la moitié de la valeur de l'autre, on marque pas de points ou ce genre de choses. Donc c'est sympa, voilà, c'est un assez bon jeu, assez abstrait, assez froid. J'avais déjà fait une partie, il y a 1 an à peu près, et là j'étais contente de le ressortir, et ouais, c'est un format un peu bâtard, il est pas vraiment léger, pas vraiment lourd, très déstabilisant. C'est pas ce qu'il a l'air d'être. La boîte donne une expression de regame. Le côté des règles qui donne un côté jeu abstrait un peu tout simpliste, et c'est ni l'un ni l'autre. Dawn of Mankind, ça c'est un jeu tout mignon. On y joue une tribu d'hommes préhistoriques, sur lesquels on va avoir des bonhommes qui vont être soit des bébés, soit des enfants, soit des adolescents, soit des adultes, soit des vieux, et après ils vont mourir. Et on va comme ça se développer. À chaque fois qu'on fait une action, on prend un bonhomme qui a un certain âge et on l'emmène vers l'âge suivant. S'il y avait quelqu'un sur la tuile, ça le fait ça le met dans la zone d'après, qui veut dire qu'il va pouvoir refaire une action tout de suite. Et si à un moment tous nos bonhommes sont bloqués sur des tuiles actives, on doit se reposer et donc perdre un petit peu un tour. Donc il y a une petite interaction comme ça, et globalement on va aller récolter des ressources de 4 types et les dépenser pour faire des bébés, de l'art et des points de victoire. L'art c'est aussi des points de victoire. Dès que quelqu'un a 60 points, ça met fin à la partie, on compte les points, on a des petites cartes de développement qui valent aussi des points en fin de partie, plus on a de bonhommes sur le plateau, mieux c'est. Donc point de vue des mécaniques, cette petite mécanique d'arbre est assez sympa, mais on est vraiment purement dans l'échange de ressources, jusqu'à faire des points de victoire, donc aller repérer quels sont les chemins qui permettent de faire des points de victoire, en fonction des ressources qu'on a. Ça vole pas ultra haut, mais c'est tout mignon, le thème est vraiment sympa, il est super facile à expliquer, moi je l'ai joué avec des joueurs, des non-joueurs, il est plaisant. Voilà, donc Dawn of Mankind, un petit jeu que j'aime bien sortir de temps en temps avec tout public. Hop, le mur d'Adrien.
Donc là, on est dans du relais, enfin du flip and write, voilà, où en gros, on va avoir une carte qui va être retournée à chaque tour, ça va nous donner un ensemble de ressources qu'on va récupérer devant nous et qu'on va utiliser pour cocher les cases, qui vont nous redonner des ressources, qui vont nous permettre de cocher des cases, qui vont nous redonner des ressources, qui vont nous permettre de recocher des cases. En bref. Donc on a différents axes, on va avoir des cohortes qui vont nous permettre de résister un peu à l'attaque à chaque tour qui va arriver en fonction de l'époque. On va se prendre pas mal de cartes qui vont potentiellement nous endommager et nous faire des points de disgrâce si on n'a pas réussi à résister, avec un côté un peu aléatoire, mais quand même plus on a de cohortes un peu protégées partout, mieux c'est. Différents types de bâtiments qui vont nous donner différents axes de développement, différentes manières de résister et différents types de points de victoire. Donc on a 4 types de points de victoire, et quand on en a beaucoup, on va pouvoir faire des monuments qui nous donnent d'autres types de points de victoire. C'est un peu dur à expliquer en 2 mots, mais en gros sur ce plateau là on va avoir un fort qui va nous permettre de construire les trucs au-dessus, donc le mur qui permet pas mal de faire des cohortes pour résister à l'envahisseur, une ligne de garde qui va se faire aussi mais pas avec le même type de ressources, donc la pierre permet de faire le mur, les légionnaires permettent de faire la garde. Ici on a des pistes de citoyens et chaque ensemble de bâtiments à droite va avoir des conditions pour activer telle ou telle action, ce qui est d'avoir au moins assez de citoyens de ce type là. Ça se met avec des jaunes qui sont des citoyens qui vont nous permettre de débloquer des choses. Pour construire en général il faut des ingénieurs et un peu d'esclaves en violet, je sais plus si c'est des esclaves ou des péons mais voilà. Et les violets permettent d'aller couper du bois et ramasser des pierres. Donc de faire des ressources à chaque tour. On peut faire un peu de diplomatie, un peu de choses pour annuler des pertes de points, des revenus de bonhomme par tour, des spectacles qui nous donnent des citoyens un peu divers. Plein de choses qui donnent plein de choses. Du jeu où on déclenche différents types de combos. Hop. On reste dans du roll and write, du flip and write même, avec Next Station London. Donc là c'est rigolo, on va devoir dessiner notre petit plan de métro de Londres, donc on va jouer chacune des 4 lignes successivement et faire des points à chaque fois pour la ligne qu'on vient de faire, plus 2 objectifs finaux. On retourne une carte un peu façon la route des vignes, avenue en anglais, qui va nous dire quel type de tronçon on doit relier. Donc on peut continuer que depuis les 2 extrémités de notre ligne, et si on tire triangle, il faut relier par une ligne droite qui croise rien d'autre, une station avec un triangle. Le but, ça va être à la fois d'explorer plein de zones différentes et d'avoir des zones très très couvertes. Donc le nombre de zones dans un même carré multiplié par le nombre de carrés qu'on a dans lesquels on est passé. Donc les carrés, c'est des grandes zones, voilà. Plus le fait de traverser la Tamise, ça nous fait des points. Plus, surtout en fin de partie, on a des gros points pour avoir plusieurs lignes qui passent par un même nœud. Donc le fait de faire des connexions. Du coup, c'est assez malin, le temps de comprendre comment ça se passe. À chaque tour, il y a un petit côté où on n'est pas trop sûr de combien de temps ça va durer le tour, parce que ça va dépendre de combien des cartes roses on a tirées. Donc les cartes en gros sont en double, en bleu et en rose. Une fois qu'on a tiré toutes les roses, le tour s'achève, mais on sait qu'on va avoir au moins une fois chaque symbole. Une fois qu'on a fini, on fait tourner les crayons pour jouer avec une couleur différente et faire de nouvelles lignes. C'est très très fun à découvrir, j'ai l'impression que quand on a un peu l'habitude de jouer et un peu compris les tactiques pour marquer des points, on risque de jouer un petit peu tout le temps pareil, mais c'est vraiment super ultra fun à découvrir, la tactique est pas évidente au début du tout, les objectifs donnent quand même des orientations un peu différentes d'une partie sur l'autre, et puis il y a du hasard de toute façon, donc des fois on choisit pas forcément pile ce qui va se passer sur notre case. On a aussi des lieux touristiques à visiter, plus on visite souvent des lieux touristiques, plus on fait de points. Donc voilà, de la combinaison de routes avec comment optimiser tout ça de diverses manières. Pen the Roses, donc ça j'ai fait une mini vidéo dessus aussi. C'est un jeu de déduction où globalement on va essayer de deviner quelles cartes les autres ont en main en leur posant des tuiles sur le plateau. Ils vont mettre des cubes dessus pour dire il y a tant de combinaisons qui correspondent. À la fin de chaque tour on doit deviner une combinaison, si on le fait pas, la reine avance. Il y a des modules qui permettent de jouer avec différentes petites extensions qui donnent différents types de bonus. Et du coup il y a une résolution façon un peu Sudoku, on doit barrer les possibilités restantes, plus un truc un peu croisé avec qu'est-ce qu'on laisse comme opportunité de poser à l'autre, qu'est-ce qu'on peut en déduire, comment est-ce qu'on avance sur les objectifs globaux, et c'est vachement joli, le thème est sympa, c'est les OPI des merveilles, voilà. Donc, Pen the Roses. The Gardens. Donc The Gardens, c'est un jeu de pose de tuiles, même si c'est des cartes, où on va avoir notre plateau personnel, sur lequel on va poser à chaque manche une carte en haut, une carte au milieu, une carte en bas. Quand on pose une carte, le meeple qui s'était posé sur la dernière carte visitée va aller sur la prochaine carte. Donc soit là, si je le pose au même endroit que la dernière fois, il va parcourir juste une carte. Si on le pose de l'autre côté, il va parcourir plein de cartes. En général, en fonction de ce qu'on parcourt, on va avoir des points. Ça dépend un peu de la carte qu'on pose, de comment on score les points. Et c'est variable de partie en partie.
Pour prendre des cartes, ça se joue sur un marché de cartes au milieu, donc c'est forcément interactif et assez sympa. Si on joue à 3, il y a 3 cartes de chaque type révélées, et donc je vais choisir ma première carte en regardant bien évidemment qu'est-ce que les autres risquent de me laisser sur les autres catégories, et est-ce que c'est bien là qu'il faut que je joue en premier. Du coup c'est malin, c'est sympa, il y a plein de types de décomptes différents, ça révolutionne pas le genre, mais j'ai passé un bon moment, et moi j'adore ces jeux avec marché de cartes où on doit regarder ce que font les autres. On est vraiment dans le jeu de pose de tuiles assez classique à part ça. Avec quand même quelques petits twists. Des petites courses aussi pour aller être les premiers sur certains emplacements pour avoir des bonus de points. Et les décomptes assez variés. L'ergonomie est vraiment pourrave parce que les symboles sont un peu difficiles à repérer. Il y a des types d'arbres et puis il y a des arbres qui font pas partie des types qui sont juste du décor. Il y a des types de points où on a un peu du mal à voir qu'est-ce qui correspond à quel type de point. Donc ça c'est un petit peu dommage pour un jeu comme ça de devoir un peu se battre pour lire les symboles de manière non évidente. Il y a un petit pari sur qu'est-ce qui va se passer plus tard quand on fait des canaux, bah c'est bien, mais du coup on peut tenter d'en commencer un et ça va dépendre de si les autres vont nous bloquer ou pas. Voilà, et ça se passe en Australie, c'est pas les mêmes qui ont fait Boomerang, avec que des trucs un petit peu australiens disons. Voilà, je sais pas trop plus que ça. Hop. Welcome to the Moon, on repart dans du Flip and Write. Donc Welcome to the Moon, c'est le nouveau Welcome to, nouveau depuis quelques mois, où à chaque fois on va choisir un numéro qu'il va falloir écrire toujours par ordre croissant dans chacune des lignes, associé à une action qui va nous donner un bonus divers. Là on jouait la map numéro 4, donc il y a 8 maps qui sont toutes différentes avec des petites règles à chaque fois un peu différentes. Ici, le but c'est d'aller faire... donc on écrit les choses en ligne en ordre croissant, et dès qu'on a une colonne, ça va nous permettre de récolter les ressources qu'il y a dedans pour aller les barrer. Il y a des courses un petit peu partout pour être le premier à récolter là où il y a des points. Et en même temps, on va aller barrer ce qui se passe sur les usines pour aller améliorer les points qu'on fait par type de ressources. C'est sympa, j'ai trouvé ça assez swingy... parce qu'on fait des paris et ça va vraiment faire basculer les choses, notamment en fonction de la durée de la partie. Si quelqu'un se vautre ou fait finir la partie très vite, ça change totalement ce qui se passe. Et du coup, peut-être encore plus que sur les autres maps, pour le moment j'ai préféré les maps précédentes, notamment la 3 avec la grille de dimension est très sympa, et j'attends de voir les autres, donc de cette façon j'ai envie de tous les jouer un jour. Je suis pas si pressée que ça, mais voilà, à chaque fois c'est un peu compliqué à lire la règle parce qu'il y a un peu des renvois vers les règles de base, donc quand on le connaît pas par cœur c'est pas forcément évident. Là c'est la première fois que c'est moi qui lis la règle en même temps, donc peut-être que la prochaine fois ce sera plus facile. Voilà, donc Welcome to the Moon. Draftosaurus, j'ai pas de photo de celui-ci en cours de partie. C'est un mini jeu de draft qui dure une dizaine de minutes. On tire 6 dinos, on en choisit un, on le met dans son parc, on fait passer au voisin. Et il y a des enclos qui veulent être tous différents, d'autres qui veulent être tous pareils, d'autres qui veulent avoir des coupes ou ce genre de choses. Donc on fait un peu des paris sur qu'est-ce qu'on aura plus tard. On essaye un petit peu d'anti-drafter et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux de draft dans ce format-là. Et ça peut se jouer un peu avec tout le monde à tout âge, donc ça c'est sympa. Voilà. C'est un jeu facile à sortir. Et le matériel est chouette, vous voyez pas du coup. Fantasy Realms, c'est un petit jeu de construction de main, donc on va avoir des cartes en main. Chaque carte, je crois qu'on a 7 cartes. Chaque carte a une valeur de base qui vaut des points, plus des bonus et des malus en fonction des autres cartes qu'on a dans notre main. Et à notre tour, soit on pioche une carte du haut de la pioche pour en redéfausser une de notre main, soit on prend une qui avait déjà été défaussée, donc toute la défausse est visible, pour en redéfausser une de notre main. On joue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait 10 cartes au milieu, donc on est plusieurs fois tiré dans la pioche, et là on compte les points de chaque carte. Les règles c'est juste ça. Maintenant tous les bonus sont assez bien fichus, franchement c'est un jeu, je pense qu'il a été très très bien testé, qui permet de faire des points en fonction de telle ou telle carte, soit des cartes précises, soit des catégories de cartes, soit des malus s'il n'y a pas tel ou tel truc. Du coup ça c'est bien malin, on peut faire des paris qui vont marcher ou qui vont pas marcher, c'est très très court, ça dure une dizaine de minutes, et c'est extrêmement plaisant pour son format, voilà. Hop. Kabuto Sumo, donc ça c'est un jeu d'une catégorie encore différente, un petit peu disons d'adresse, mais aussi d'être capable de visualiser ce qui va se passer côté rebond disons, même si c'est pas des rebonds parce que tout est statique. Donc on a un plateau comme ça qui est plein de pièces. À notre tour on prend une pièce qui nous reste encore dans notre réserve, donc on a des pièces qui ressemblent à ça dans notre réserve. On la met sur le petit glissoir et on la fait glisser dedans, donc en gardant le doigt dessus, hein, c'est pas une pichenette du tout. On la fait glisser jusqu'à la faire entièrement rentrer sur le plateau et ça va bousculer des trucs plus loin qui vont faire tomber des pions. Le but c'est de faire tomber les pions adverses, donc à 4 on joue en équipe.
sans tomber soi avant, tout simplement. On a des personnages qui ont tous un pouvoir, donc les pouvoirs ça te permet d'accumuler des pièces spéciales, et après tu vas pouvoir jouer ces pièces spéciales dans certaines conditions avec divers bonus. Du coup c'est assez malin, ça peut jouer avec tout le monde, et moi je suis très mauvaise, donc c'est drôle. Les parties finissent un peu vite avec moi parce que je perds très vite. Mot malin, donc là j'ai pris la boîte en anglais, mais c'est mot malin en français parce que je l'ai récupéré, et puis en plus j'avais pas les cartes en français, mais il existe en français, ça s'appelle mot malin. C'est un jeu d'association d'idées, moi j'adore ce type de jeu. On a 5 mots à l'horizontale, 5 mots à la verticale, on tire une carte par exemple B2, et donc il va falloir faire deviner le mot qui correspond à ces deux mots là. Donc évidemment là pour un exemple, vu que c'est tout en anglais, ça va être plus compliqué, en allemand même, je suis pas bonne en allemande. Et du coup on va faire un mot, on dit un seul mot qui doit faire penser aux deux mots, les autres joueurs doivent pointer un emplacement où ils pensent que c'est juste, c'est du coop. On pose la carte si c'est juste, on la défausse si c'est faux, et le but c'est de faire deviner un maximum de cartes en un sablier. C'est tout simple, ça marche bien, c'est la même catégorie que Yes, le vieux jeu que j'aime aussi beaucoup, qui fait avec des images, qui est plus dur que celui-ci. Et voilà, jeu d'association d'idées, très sympa, et qui dure très pas longtemps, genre 2-3 minutes, c'est le temps du sablier. Hop. Packet Chips, j'ai pris une photo qui était très moche. Donc Packet Chips, c'est un jeu qui est packagé dans un packet chips, où en gros on va faire des paris sur des points qu'on va pouvoir marquer. Donc on va tirer au hasard des chips, jusqu'à avoir tiré le nombre de chips requis pour la partie, et ensuite on va compter combien on a de points en fonction des objectifs qu'on a joués. Donc là par exemple, si j'ai joué ça, j'ai plus 1 point si j'ai un chips de chaque couleur, plus 30 points s'il y a exactement autant de rouge que de orange, et moins 90 points, parce que c'est côté moins, s'il y a plus de chips noirs que de chips rouges. Il y a des raretés de chaque chips, donc les jaunes sont les plus courants, les noirs les plus rares, ce genre de choses. Et en fait, donc ces objectifs, on va les choisir au fur et à mesure. Donc on va avoir 6 cartes en main, on va tirer 5 premiers chips, on va choisir une carte qu'on défausse. On va retirer 2 cartes qu'on défausse au début. On va retirer 4 chips, on va redéfausser une carte. Donc il ne nous reste plus que 3 cartes en main. On retire 3 chips, on choisit parmi nos 3 cartes les deux qu'elles comptent en positif, laquelle compte en négatif, et puis on retire 2 derniers chips pour regarder qui a gagné. Le but étant de faire plus de points que les autres, en théorie sur plusieurs manches. C'est assez trollesque comme jeu parce que les points vont de 1 à 202 sur les cartes, et donc il y a un petit côté pari, un petit côté très facile à mettre en place, un matériel super agréable. Et c'est mignon, il y a un peu de réflexion. En fait, on a l'impression de réfléchir pour faire des paris et qu'à la fin ça se joue au dé et que, au vrai, on a fait nos paris, mais c'est que du hasard. C'est pas grave, c'est rigolo. C'est rigolo vite fait, hein, j'en ferai pas 50 parties, je pense. Ceci dit, c'est facile à sortir. Et on a juste banni des cartes, nous, parce qu'il y a des cartes où c'est un peu dégueulasse. C'est juste, par exemple, 8 points pour chaque chips verte. Donc en fait, c'est le genre de cartes qu'on gagne toujours parce qu'on peut quasiment pas les perdre. Et du coup, ça casse un peu ce côté pari, qui est le côté sympa du jeu. Voilà. Je vais finir avec le dernier petit jeu auquel j'ai joué depuis le début du mois, qui va être 3 Dice. Donc 3 Dice, ça s'adapte un peu du jeu 3, le jeu de plateau, mais ça n'a pas grand chose à voir. Ça va être du roll and write, où à chaque tour il va y avoir un ensemble de dés disponibles. La couleur du dé va être la couleur du socle sur lequel il est. Donc on va jouer 16 tours comme ça. Et à chaque fois, par exemple, si j'ai un 2 jaune, je peux aller soit cocher le bâtiment qui est en 2 jaunes pour aller prendre ses bonus, donc soit des petits bonhommes qui vont nous faire des points en fin de partie, soit un pouvoir qui va dépendre de chacun des 3 types de bâtiments. Et comme ça on va un peu cumuler des points qui vont plus ou moins résonner entre eux. Évidemment il y a des petits bonus, donc ceux d'en bas donnent des points pour les autres bâtiments, les bâtiments rouges permettent de protéger pour éviter les destructions avec le dé catastrophe sur les autres bâtiments, et les bâtiments jaunes permettent de refaire plein de ressources qui nous permettent donc d'acheter les dés qui sont plus loin, parce que les plus petits dés sont toujours gratuits mais les plus gros sont chers, des points de religion qui permettent de changer la couleur d'un dé qu'on a pris, et des points d'influence qui permettent de changer la valeur des dés qu'on a pris pour aller un peu plus choisir ce qu'on fait. En très bref, c'est ça. C'est un jeu qui dure vraiment pas longtemps, ça va durer genre un quart d'heure. Et c'est assez malin. Première partie, on comprend pas trop comment faire des points. Ensuite, on comprend mieux. Moi, j'ai fait n'importe quoi lors de cette dernière partie. Et voilà, c'est assez mignon. Donc ça, c'est ce que j'ai joué donc depuis le début du mois. Je raconte un petit peu ma vie, mais voilà. Plein de bons jeux globalement, ça va continuer puisque je repars en week-end jeu demain, donc ça risque d'être bien sympa. Si vous avez des jeux qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à m'en demander d'en dire un peu plus. J'aurai pas forcément le temps pour vous répondre tout de suite parce que demain je pars, mais un jour, très
très probablement. Puis il y a plein de jeux dont j'ai parlé un peu déjà à droite à gauche, et il y a plein de gens qui sont capables d'en parler, je pense très bien. Et, et si vous voulez des vidéos sur un ou deux jeux particuliers, n'hésitez pas à le dire non plus. Voilà, gros bisous à tous!